les investisseurs. Alors aujourd'hui, première vidéo YouTube. Je me lance, ça y est. Alors j'espère que je vais être audible. Et puis ça devrait le faire. Alors je vais me présenter, hein. Je suis investisseur depuis 2024. Je mets environ entre 400 et 500 euros par mois. Et comme beaucoup, le but c'est de vivre de ces dividendes. Donc investir à fond et puis pouvoir toucher une rente tous les mois et puis arrêter de travailler. En tout cas, arrêter de travailler pour quelqu'un. Donc moi j'ai qu'un CTO. J'avais un PEA avant, mais ça me faisait chier un petit peu. J'avais un ETF, un peu comme tout le monde, hein, un ETF Nasdaq synthétique, un S&P 500 synthétique, un 600 euros, pareil. Mais bon, les synthétiques, j'étais pas super fan. Les actions françaises, européennes non plus. Il fallait absolument avoir un compte rond. Si tu voulais avoir une action, par exemple LVMH, qui coûtait 600 balles, il fallait absolument avoir au moins 600 euros à mettre, sinon tu pouvais pas l'acheter. Donc ça me dérangeait beaucoup quand même. Et du coup, je l'ai clôturé début d'année. Hein. Et puis du coup, là je suis en full CTO. CTO à fond, et puis tu as plus de liberté, plus de choix, tu peux avoir des actions fractionnées si tu veux. Donc là c'est pas mal. Et je précise aussi que ce qui va suivre n'est pas un conseil en investissement. Alors là je suis sur mon courtier, mon nouveau courtier c'est Interactive Broker. Bon tout le monde connaît, hein. Les gens disent aussi que l'interface d'Interactive Broker est un peu complexe. Bon, moi, j'ai pas trouvé. Hein. Bon, de toute façon, dès que je suis arrivé dessus, j'ai regardé à peu près. J'ai passé quelques minutes à regarder comment ça fonctionnait, comment c'était l'interface. Et puis après, on peut y aller. Hein. Après, j'ai été chez eToro avant. Bon, c'est vrai que là c'est plus simple, tout est épuré, très simple. C'est pas mal aussi. Sauf que j'ai trouvé que sur eToro, il n'y avait pas il n'y avait pas toutes les actions que je voulais. Et ça m'embêtait quand même. Ça m'embêtait, donc même en crypto, hein. C'est soi-disant une plateforme de crypto, mais même en crypto-monnaie, j'en voulais une. Je la trouvais pas, quoi, impossible. Donc bon. En plus, du coup, je voulais m'exiler. Je voulais immigrer du coup à l'île Maurice. Et je regarde du coup sur eToro, là où l'application est desservie. Il y avait pas tout, je dirais pas tout, mais pas mal de pays, sauf l'île Maurice. Bon du coup c'était un prétexte de plus pour quitter le navire. Du coup je suis passé sur Interactive Broker là. Donc on va se connecter, puis on va voir ça. Alors j'ai reçu la notif, on approuve que c'est bien nous qui sommes à l'origine de l'opération. Bon, ça y est. Bon là on arrive sur la version ordinateur. Moi j'ai pas d'habitude, hein. Là je suis sur ordi juste pour la vidéo, sinon je suis toujours sur mon téléphone. Donc là je vais quand même découvrir un peu avec vous comment c'est. Donc là on arrive sur le dashboard. On a ton patrimoine, hein. Le retour. Donc là je suis à... Pour ce mois-ci là je suis à moins 1,18%. Sur 7 jours on a fait combien là sur une semaine? Moins 5. Ah oui. Donc là tu peux faire un benchmark pour sur l'indice que tu veux. Le HSI, je sais pas trop ce que c'est, le DAX, le Russell 2000, le Nasdaq, le S&P 500. Bon, t'as pas le CAC 40.
Mais bon, pas très compliqué de le battre celui-là. Donc S&P 500, Nasdaq. Moi je prends le Nasdaq parce que pour moi c'est celui qui performe le plus. Donc pour l'instant je prends celui-là. Et là je le bats sur le mois. Sur le mois, ouais. De suite. Mais bon là avec du coup Trump qui a annoncé les nouveaux droits de douane de 100% il me semble sur la Chine. Là hier, il y a eu une petite chute. Donc là, c'est dommage, là j'étais à plus 8%. Là on est retombé à moins 1, Nasdaq à moins 2. Nasdaq moins 2 aussi. Donc bon, de toute façon un investissement c'est pas sur un mois, c'est sur le long terme. Donc là on tombe là-dessus. Donc là après il y a des petites infos, les positions haut du portefeuille, là où tu as investi le plus. Donc là on peut voir que j'ai investi le plus sur le JEPQ, 8000 $, après le ARK, 5000. De toute façon je vais vous en parler juste après. Ensuite là on descend, il y a de la crypto. On peut investir en crypto aussi sur un Interactive Broker, mais ça passe par Paxos. C'est pas Interactive Broker ni vous qui détenez vraiment vos cryptos, c'est la société Paxos qui sont en partenariat avec Interactive Broker. Et bon, de toute façon, je pense pas qu'il y en ait des milliers de cents, voilà, je crois qu'il y a que ça. Il y a le Bitcoin, le TH, le Litecoin, Bitcoin Cash et le Solana. Je pense qu'il y a que ça. Et pour détenir ces cryptos sur Interactive Broker, vous devez faire à chaque fois des autorisations de trading pour savoir. Vous avez même des petits tests. Ils vous posent des questions. Comme ça, Interactive Broker sait si vous êtes apte à justement posséder ces actifs. Pour pas que vous fassiez n'importe quoi et que vous vous retrouviez dans la merde. Donc là, on peut voir que sur un mois, c'est pas trop dégueu. Je pense que, je sais pas, le Nasdaq il a moins 2 là. Le S&P 500 il a combien? S&P 500 il a moins 2 aussi. Russell 2000. Le DAX. Le DAX, il a mieux performé. Il est même en positif, le DAX. Il est à plus 1,51. Et le N225, je crois que c'est du japonais, il me semble. En tout cas, c'est plus 12% sur le mois. Ok. On peut aussi ne pas benchmarker. Bon. Donc, sur le mois d'octobre, c'est plutôt mignon, mais parlons de ma performance sur cette année. Là, c'est moins drôle. Aïe, 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 ça pique. Ça pique. Alors là, je vais vous expliquer cette performance de moins 60%. Bon, moi, ça fait toujours chier, hein. Mais moi, j'arrive à dormir la nuit, si vous voulez. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur Twitter, je naviguais, je regardais ce que les investisseurs racontaient. Et je tombe sur... c'était même peut-être en début d'année, février. Ah non, mais c'est ça. Trump, il est passé au pouvoir en janvier, si je me trompe pas. Donc, je lisais, et tout le monde disait que lors de l'investiture de Trump, avec son premier mandat, les marchés ont explosé à la hausse. Et c'était du n'importe quoi, du gros délire. Et là, je me suis dit, purée, si Trump y passe, et il a beaucoup de chances de passer, ça va être encore la folie furieuse sur les marchés, on va pouvoir se faire de la thune, on va pouvoir se frotter les mains. Ah bah t'as gagné, oui, on s'est frotté les mains, mais moi je me suis vautré comme pas possible. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que
mis mon portefeuille en collatéral pour emprunter au courtier. Donc, et en fait, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, sur la marge et comment ça se passe. Mais du coup, j'ai emprunté de l'argent au courtier. J'ai mis cet argent emprunté dans des actions. J'avais du Google. J'avais beaucoup de Google. J'avais au moins 5000 $ de Google. J'avais autre chose aussi. Hein. Mais tout se passait bien. Mais j'étais un peu gourmand sur la marge. J'avais mis plus qu'il ne fallait. Et je devais faire aussi attention à ma marge de sécurité, ma marge de maintien. Moi, je faisais attention. Hein. Mais j'étais quand même trop gourmand. Et là, Trump, il arrive. Ça commence à baisser. Et là, il annonce les droits de douane. Bon, là, les marchés ont chuté comme pas possible. Et je me suis retrouvé avec une performance de moins 66%. Du coup, j'ai été obligé de revendre à perte, puisque ma marge de sécurité était bouffée. Et j'étais obligé de vendre. Sinon, si ça continuait comme ça, je me mangeais un appel de marge et le courtier il vendait tous mes actifs pour se rembourser. Donc pour pas que ça arrive, j'ai dû revendre à perte. J'ai dû revendre Google, toutes les actions que je possédais, pas toutes mais en partie. J'ai tout revendu. Et puis je me suis retrouvé avec un moins 7000 $ de perdu, puisque de base j'ai mis sur le courtier de base 19 000. Ouais. Hop, impeccable. J'avais mis 19 000. 19 800, je crois, à peu près. Alors, désolé pour le bruit du clavier. 8000. 7-8000. Donc, voilà, j'ai perdu 7-8000 balles. Bon, ça fait chier, mais bon. Je me dis que ça aurait pu être pire. J'aurais pu me manger un appel de marge, tout rembourser et devoir encore rembourser. Mais là, j'ai toujours perdu. Hein. On essaie de remonter la pente. J'ai cherché des stratégies à gogo, actions à dividendes, puis ensuite j'ai changé, j'ai repris des ETF, S&P 500, Nasdaq, puis ensuite j'ai rechangé. Et là, c'est une stratégie que je vais garder. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, là c'est sûr depuis le début de l'année, on va voir, c'est pire. Hein. Depuis toujours, je suis à moins 71. C'est quand même balèze. Il y a une Nasdaq. Là, on me dira, tu vois, au lieu de chercher compliqué, t'aurais pu tout mettre sur le Nasdaq et voilà. T'aurais été bien. Ouais. Mais bon, je sais pas pourquoi, j'ai toujours envie de chercher compliqué. J'ai pas envie de faire comme tout le monde. C'est ça, en fait. Peut-être ça mon problème. Enfin bon. C'est comme ça, c'est fait. On va apprendre ses erreurs et puis on avance. Hein. Alors voilà mes positions. Sur le portable, par contre, j'ai mes catégories options. Et là, j'ai rien du tout. Formation, c'est quoi ça? Non, ok. Bon, alors là, c'est toutes mes positions. Donc là, on peut voir que j'ai des options. Il y a des options en cours. Des puts. J'en ai une, deux. Bon, là, quand c'est moins 1 en position, c'est-à-dire que j'ai vendu un put. Là, sur SMR, en fait, ça c'est quand je vends des puts ou que je vends des calls, c'est toujours sur des sociétés que je veux avoir en portefeuille. Jamais sur des actions que je ne considère pas ou que j'ai pas envie d'avoir. J'ai toujours des actions que je veux, que j'aimerais,
Parce que si jamais je me fais assigner et que je suis obligé de les avoir en portefeuille, eh bien c'est pas grave. J'avais envie de les avoir en portefeuille à un prix que j'ai décidé. Puisque je vous montrerai un peu comment ça marche. Mais voilà. Donc là j'ai SMR, c'est Nuskel. J'ai vendu un put. Et un put, un contrat du coup, c'est un contrat, c'est sans action. Et donc dès qu'on vend un put, en fait on contrôle du coup sans action. C'est ça la nuance. Sans action pour Nuskel. Du coup, je vous montrerai, mais la date d'échéance c'est le 31. C'est le 31 octobre. Tout se passe bien, je me fais pas assigner et que le contrat expire à 0, du coup à chaque fois le contrat expire à 0 au 31. Une fois que ça expire à 0, et bien le contrat est clôturé, arrive à échéance, et bien la prime que j'ai reçue au tout début, ben je peux la garder, elle est à moi. J'aurai pas de moins-value, même si là vous voyez que je suis en moins-value de 75$, si le 31 je ne suis pas assigné, et bien cette moins-value disparaît. Même si je suis en moins-value le 31, cette moins-value disparaît et puis je peux garder ma prime. Donc là on va faire un calcul. Hein. Je suis pas doué en maths. J'ai besoin de ma petite calculette. Alors moi j'ai vendu un call du coup, j'ai vendu un put à date d'échéance le 31 octobre et au prix d'exercice de 35. Ça veut dire que si SMR clôture un jour en dessous de 35, là je me ferai assigner, expiration du contrat, je devrais du coup acheter mes 100 actions du coup, vu que j'ai vendu un put, je devrais acheter mes 100 actions à 35$. Mais du coup, j'ai dit que un put c'était 100 actions. Et du coup, le courtier, pour que le contrat soit honoré, il va bloquer cet argent si jamais je dois justement acheter mes 100 actions. Donc il va bloquer cet argent jusqu'à expiration du contrat jusqu'au 31. Et si le 31 tout se passe bien, je me fais pas signer et que le contrat expire, et ben le courtier forcément il va me débloquer les fonds et je pourrai en faire ce que je veux. Donc là du coup sans action avec un prix d'exercice à 35, de toute façon faut pas besoin de calculette, hein, on est con. 35 x 100, ça fait 3500. Donc là le courtier il a bloqué 3500. Si jamais je me fais assigner, j'achète pour 3500 d'actions de SMR. Et si je me fais pas assigner, et ben il débloque ces 3500. Là pareil, hein. Sur Soundhound, qui est dans l'IA vocale, là j'ai vendu 4 puts en revanche. Pareil pour le 31 octobre, à un prix d'exercice de 14,5. C'est-à-dire que du coup, vu que j'ai vendu 4 puts, donc 400 actions, si je me fais assigner avant le 31, ou même après, si je me fais assigner, je devrais acheter 400 actions à 14,5$. Donc ça me ferait le prix d'exercice que j'ai décidé. Hein. Tu le décides en fonction du delta, de la prime, du niveau de la prime. Ici le prix te paraît cohérent plutôt. Donc fois du coup 400 actions, ça te ferait 5800. Donc là le courtier m'a bloqué à 5800 $. Si jamais du coup Sound clôture en dessous de 14,5, et bien là forcément voilà quoi.
Donc là aussi, pareil, un Yonk qui est dans le quantique. Pareil, j'ai vendu un put, prix d'exercice à 59 $. Et pareil, 31 octobre, date d'échéance. Après, je me suis acheté du Xiaomi en ADR. J'aurais pu acheter du Xiaomi à côté à Hong Kong. Mais bon, ça, suivant la monnaie, j'ai considéré que le dollar US était plus fort que le dollar hongkongais. Donc je l'ai acheté en ADR. Puis ça m'a dégoûté quand j'ai appris que tu pouvais vraiment pas être actionnaire d'une action Chine. Bon, du coup, ça m'avait un peu dégoûté. Je me suis dit, bon, bah, autant le prendre en dollars américains, puis voilà. Ensuite, le JEPQ. Et tout ça là, plutôt SMR, c'est pour le nucléaire, les réacteurs nucléaires. Il va nous falloir du coup de la puissance pour l'électricité, pour avoir plus d'électricité, parce que l'IA et tout ça, ça va consommer énormément d'électricité. Et du coup, NuScale, ils sont dans les réacteurs, des mini-réacteurs qui vont prendre beaucoup plus puissants et qui prendront beaucoup moins de place. Donc ça peut être pas mal. J'hésitais avec Oclo, mais Oclo, franchement, c'est surévalué. Ça a encore grimpé hier de je sais plus combien de pourcents. Bon, je me sentais pas à l'aise. NuScale, c'est quand même c'est un petit peu surévalué, mais largement moins que Oclo. Donc du coup, je me suis basé sur ça. Ensuite, Sound, c'est l'IA vocale. Voiture, restaurant, peut-être qu'ils vont aussi mettre leur voix dans des robots humanoïdes, on va savoir. Donc tout ça, c'est des acteurs du futur. Yonk, pareil pour le quantique. Les ordi quantiques, la grosse puissance. Ça aussi, j'en ai en portefeuille. Xiaomi, voiture électrique, appareil connecté, maison, téléphone, tout ça, pareil. Ok, SMR, ça c'est les actions. CoreWeave, Data Center, vous connaissez peut-être. J'en ai une action pour l'instant. GPU, fournisseur de GPU, contrat avec Nvidia. Ensuite Yonk, qu'on a dit. Et ça, j'en ai pas beaucoup des actions maintenant. Des actions individuelles. Xiaomi, NuScale, CoreWeave, Yonk, SoundHound. Et voilà. Très très volatile tout ça. Mais ça, je garde, pour moi, c'est pour le futur. Dans 10-20 ans, à mon avis, ça va y aller. Et donc, du coup, j'ai dit que mon objectif principal, c'était les dividendes. Vivre de mes dividendes. Et pour ça, j'avais plusieurs stratégies, actions en dividendes individuels. Alors peut-être, ça peut plus tard, je pense que je pourrais m'y mettre aussi. Mais là, je me suis concentré sur deux ETF. Deux ETF qu'on voit là. Le JEPQ, qui lui réplique le Nasdaq. Il va répliquer le Nasdaq. Mais tout en vendant des calls. Pour justement avoir cette prime. Et pour justement être payé tous les mois. Donc le JEPQ, il réplique, c'est vrai, le Nasdaq, mais en distribuant des dividendes mensuels. Donc tous les mois, il va te verser des dividendes. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cet ETF, il te verse des dividendes, mais en début du mois. Donc c'est comme si tu as l'impression de recevoir un loyer ou même un salaire. Il te le verse le 8 souvent, le 5 ou le 8, entre les deux. Donc ça c'est pas mal. Contrairement à un Wilt Income, qui est dans l'immobilier, qui lui aussi, une action te verse des dividendes tous les mois. C'est comme si on te versait un loyer. Sauf que quand même, Wilt Income, il te verse des dividendes tous les 15 du mois. Donc bon, c'est pas la folie non plus. Quand tu vides tes dividendes, attendre de recevoir ton dividende le 15, t'aimerais bien le recevoir en début du mois. Comme un salaire. Donc c'est vrai que c'est un
ça pourrait être un inconvénient. Donc celui-là, le JEPQ, on va le mettre sur 1 an. Celui-là, il réplique le Nasdaq, mais tu te doutes bien qu'on ne peut pas suivre la performance du Nasdaq tout en bénéficiant de dividendes tous les mois. Il y a forcément une part d'ombre. Il y a forcément un endroit où tu vas te faire avoir. Par contre, ça bug un peu là. Donc, on va prendre le QQQ. Ah oui, sur 1 an. Bon, là on y est. Hein. Le QQQ ETF qui réplique le Nasdaq. Alors lui, il a une performance de 19,67% sur 1 an. Alors que mon ETF JEPQ, lui, il a une performance de plus 3%. Comment ça se fait? C'est que forcément, le QQQ, lui, il réinvestit les dividendes tout seul. Et mon JEPQ, lui par contre, il ne réinvestit pas les dividendes, il les verse. Le JEPQ, pour du coup te reverser des dividendes tous les mois, il utilise la stratégie qui consiste à vendre des calls pour être justement payé et avoir des primes et te les reverser. Comment je pourrais te montrer ça? On va imaginer que tu as 100 actions de JEPQ et que tu veux vendre des calls. Donc tu as 100 actions obligatoirement pour avoir un contrat, pour vendre un contrat. Donc tu as 100 actions, tu détermines un prix d'exercice et une date d'échéance, par exemple le 31 octobre. Par exemple 60. Et si le 31 octobre, ta date d'échéance, le prix fait ça, 31 octobre. Donc si là ton prix fait ça et ne passe pas au-dessus de 60 $, tu n'es pas assigné et tu n'es pas obligé de vendre tes 100 actions. Mais tu gardes la prime que tu as touchée au préalable. Si en revanche, le prix fait ça, hop, ça descend un petit peu. Et on va dire qu'il y a la clôture ici, à 62 du coup. Et tu vas devoir vendre, vu que du coup le titre a clôturé au-dessus de ton prix d'exercice à 60, le contrat option de vente de call expire, il clôture. Tu seras obligé de revendre tes actions à 60 $. Alors que le Nasdaq, ton ETF est monté jusqu'à 62. Donc tu vois, tu auras un manque à gagner. Tu as vendu à 60 alors que l'ETF est monté à 62. Donc tu auras perdu 2 $ par action, par part. Ça marche pour une action aussi. Donc tu as ça, un manque à gagner. Et c'est pour ça que du coup, cet ETF là, JEPQ, il ne performe pas aussi bien que le Nasdaq. Et voilà. Mais bon, ça c'est pas bien grave parce que j'attends de cet ETF pas de la croissance, même si ça croît aussi, hein, mais beaucoup moins vite que
que le vrai Nasdaq. J'attends de lui de toute façon de recevoir des dividendes, tout en étant exposé à la tech, enfin tout en étant exposé au Nasdaq. Donc j'ai cet ETF là. Mon objectif pour le JEPQ, ça serait d'avoir 5000 actions, 5000 parts plutôt en portefeuille. Donc avec les primes que je vais toucher en entrer dans les options, j'en mettrai la plupart des primes, j'en mettrai sur cet ETF là, le JEPQ. J'en mettrai aussi peut-être si ça chute fortement dans un de mes ETF. Alors c'est celui-là, le ARK Innovation UCIT ETF. Et en fait cet ETF là il va me permettre de jouer la croissance. C'est un fonds qui est géré par Cathie Wood. Il y en a plusieurs, il y a le ARK K, le ARK W, il y en a plein. Mais dedans c'est plus des actions, des sociétés innovantes. Hein. Mais par contre le ARK là il est quand même bien diversifié. Hein. Donc là on se retrouve sur la page. Donc là on se retrouve sur la page de ARK Invest. Donc là on peut voir tous leurs ETF. Hein. Le ARK F, ARK FinTech Innovation, tu as le ARK G, Dynamic Révolution. Là c'est le ARK K, c'est le mien, Innovation. Là le Autonomous, ARK Q. Ça c'est le nouveau là. Il est tout nouveau celui-là. Ouais, il a été créé en janvier 2000. Ah non, le 1er octobre plutôt. C'est vrai que c'est inversé en anglais, c'est inversé. Donc là, il a été créé le 1er octobre 2025. Là, il est tout nouveau celui-là. D'ailleurs, on regardera déjà on regardera plutôt ici ce qu'il y a à l'intérieur. Et ok, il y a celui-là. T'as le Space Exploration, Innovation. Là, il y a ce qui coûte à l'année. Ah, il coûte cher, hein, par contre. Oui, il y en a pas mal. Donc, celui-là, c'est le mien. Il y a des frais de 0,75. Donc là, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors. Donc là, on se retrouve sur la page ARK Invest de mon ETF, hein, ARK K, au 10 octobre 2025. C'est mis à jour, hein, tous les jours. Donc là, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur, hein, du Tesla, le nombre d'actions, le montant que ça vaut, et le poids que ça représente dans le portefeuille. Un Tesla, c'est 11% du portefeuille. Puis après, il y a du Coinbase, du Crips, du Tempus. Donc là, c'est très diversifié. Hein. T'as du Tesla, de la biopharmacie, t'as du Bitmine, t'as du AMD, du Palantir, du Robinhood, du Roblox, Shopify. Il y a de la crypto et du Circle. Il y a Amazon. Il y a de la pharmaceutique, du Bullish. Il y a du Archer Aviation. Voilà, c'est très innovation, très futuriste. Hein.
Il y a du Nvidia à la 24e place. Nvidia qui représente 1% de l'ETF. Et du Kratos Défense. Taiwan Semiconducteur. Il y a du Meta. Bah vous ferez pause. Il y a du Alibaba qui a été rajouté il n'y a pas longtemps. Donc en tout là il y a 48 positions. Voilà. Donc j'ai préféré privilégier ça pour la croissance, pour avoir un ETF pas mal croissance. Franchement ça va. Hein. J'ai pas voulu non plus faire comme tout le monde, acheter du S&P 500, acheter du Nasdaq pour la croissance. Non, j'ai voulu me diversifier. C'est vrai que je prends plus de risques, mais moi je suis convaincu que ça va être pas mal pour la croissance. Donc voilà, du coup j'ai cette ETF là pour la croissance. Et en dividende, j'ai le JEPQ. Mais du coup, JEPQ, Nasdaq, qui réplique le Nasdaq, plus le ARK, qui a que des sociétés très volatiles de croissance. Mais il me faut pour vivre quand même de mes dividendes. Je ne peux pas juste avoir le JEPQ et avoir 4 ou 5 sociétés très volatiles et avoir un ETF ARK qui est volatile aussi. Il me fallait quand même plus de stabilité pour avoir des dividendes, pour dormir correctement, quoi. Donc j'ai décidé d'avoir du SPHD. C'est un ETF qui lui aussi distribue des dividendes tous les mois. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de position, mais j'ai 4 contrats put qui clôturent le 21 novembre à un prix d'exercice que j'ai choisi de 47. Alors là, on pourra me dire pourquoi vendre des puts, autant acheter l'ETF directement. Et oui, mais sauf que sur Interactive Broker, vu que je suis européen, je n'ai pas accès à cet ETF là. Et pour l'avoir en portefeuille, je suis obligé de trader des options dessus. Donc du coup, j'ai tradé. J'ai pris 4 puts à l'échéance du 21 novembre avec un prix d'exercice à 47. Là, en l'occurrence, il y a 48, quasiment 48, hein, tout pile. SPHD. Il est à 48,11. Et moi, j'ai dit que j'avais un contrat à 47. Un prix d'exercice à 47. Voilà. Donc, il faudrait quoi? Il faudrait que je perde... il faudrait que je perde un peu moins de... Ouais. Ça va vite, hein. Même pas 2%. Faudrait que l'ETF perde 2,27% pour que je sois assigné et que du coup, j'achète 400 parts de SPHD. Et bon, ça c'est pas grave puisque c'était mon but, hein, c'était d'avoir cet ETF là. Dans cet ETF là, il y a à peu près 50 actions, consommation courante. Il y a aussi de l'immobilier. Voilà, c'est défensif, justement pour réussir à stabiliser mon portefeuille. On va le mettre à côté. On va mettre celui-là. JEPQ. Sur un an. Bon, sur 5 ans, il est le SPHD. Non, c'est le Nasdaq celui-là.
le Nasdaq qui est là, puisqu'il a été créé le 22. En 2022 plutôt. Donc voilà, là on peut voir que c'est décorrélé. Quand le SPHD commence à chuter, t'as le Nasdaq qui monte. Puis ensuite, voilà. Bon, c'est assez décorrélé. Quand le Nasdaq qui chute brutalement, ben, le SPHD, il essaie de tenir la baraque. Enfin bon, voilà. Et donc voilà, cet ETF là, il distribue des dividendes mensuels. Et du coup, ben, quand prochainement l'ETF clôturera en dessous de 47, je serai assigné et j'aurai l'obligation d'acheter mes 400 parts. Qui fait, je me rappelle plus. C'est beaucoup, hein, je crois que c'est 22 000. Alors 47. 18 000. 47. Bon, 18 000. Je devrais acheter pour 18 000 $ d'ETF. Et une fois que je serai assigné, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup garder 100 parts, puisque c'est ce que je voulais à la base. Je vais garder 100 parts dans mon portefeuille et je vais vendre des calls en revanche sur les 300 actions que j'ai, qui me resteraient. Vendre des calls, comme ça je les fais travailler. Je mettrai un prix d'exercice à un peu plus loin. Donc là on est ici. Donc là je suis assigné à 47. Et du coup, je mettrai un prix d'exercice, on va dire, à 49. 49 ou 50 même. Et comme ça, je toucherai une prime lors de mon contrat. Et si jamais l'ETF ne clôture pas au-dessus de 50, qui stagne environ là, à 49, à la fin de l'échéance, je garde ma prime, je garde mes actions, et je renouvelle ensuite l'opération. Voilà. Tant que ça clôture pas au-dessus de 50, et je refais l'opération, je revends des calls dessus, je retouche des primes. Ces primes seront investies du coup soit dans cet ETF là. Donc voilà, par ça, pour une première vidéo, je pense qu'on est pas mal. Je réfléchirai si j'ai des choses à dire en plus, je réfléchirai. Et je posterai une petite vidéo. Mon but c'était avant tout de passer en positif fin d'année. Bon, ça va être compliqué quand même, avec Trump qui fait le fou. Ça va être compliqué. Mais bon. J'ai changé de stratégie. Stratégie d'option, vente de call, vente de put, plus dividende mensuel, réinvesti à chaque fois. Bon, je pense que ça sera beaucoup mieux que être... Plus aussi mon ETF ARK qui est là pour la croissance à long terme. Ça peut être pas mal, de toute façon on verra les résultats au fur et à mesure du temps. C'était tout pour moi. Je vous souhaite de bons investissements et puis on se retrouve plus tard. Allez, à la prochaine.